TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Mon invité du jour aujourd'hui est Baudouin Lauzier. Une fois n'est pas coutume, on va parler de cinéma puisqu'il est directeur de la société de production Saint-Louis Productions et il a produit 2 web-séries, Un dîner aux chandelles qui va être suivi bientôt d'un film qui s'appellera également Un dîner aux chandelles. Bonjour Baudouin. Bonjour. Alors, comment vous est venue l'idée de ce projet de faire des séries, des films? C'est une passion personnelle? Alors, en premier lieu, je suis assez féru et j'aime beaucoup l'histoire de France, l'histoire de mon pays. Et j'aime beaucoup les films, historiques. Voilà, c'est une première chose. Et le patrimoine culturel qu'on a en France, que je trouve incroyable. Et je voulais vraiment essayer d'assimiler ces 2 passions, en plus de la passion du cinéma, pour montrer quelque chose aux spectateurs qui est en fait la revalorisation du patrimoine et de certains châteaux, certains endroits de France qui sont peu connus et peu visités à travers l'audiovisuel et notamment à travers la web-série Un dîner aux chandelles. Et alors, est-ce que vous pouvez nous revenir sur le scénario, brièvement sur le scénario de la saison 1 déjà pour commencer d'Un dîner aux chandelles? Alors, l'histoire, c'est un peu un mélange entre Agatha Christie, Hercule Poirot et un peu la série anglaise Downton Abbey. Donc ça, c'est pour vous situer un peu l'ambiance. Et le scénario, c'est en gros, on présente une famille française, une famille de petite noblesse française. Et au cours d'un dîner, il arrive un meurtre. Et donc un inspecteur est dépêché pour résoudre l'enquête, en fait, résoudre le meurtre, trouver l'assassin. Et en gros, la première saison raconte un peu ça. Et puis c'est un peu une entrée en matière, une découverte de cette famille-là à qui va arriver plusieurs histoires au fur et à mesure des saisons et du film notamment. Et où se déroule l'action? Parce que c'est un point important de cette série et donc du film après. C'est qu'on est dans des décors qui sont assez exceptionnels. Tout à fait. Je trouve que l'idée de tourner dans des décors réels est extrêmement intéressante et très valorisante pour déjà la personne qui interprète un personnage et pour la crédibilité du scénario. Alors du coup, on a tourné par exemple la première série, c'est uniquement au château de Giseux, qui est un château dans l'Indre-et-Loire. Et donc il y a un château qui est magnifique, qui est assez lugubre. Enfin, il a un aspect assez lugubre et un peu triste. Il est immense et c'est ce côté-là que je cherchais pour la première saison, qui est en noir et blanc. Donc un petit peu un côté vieux film avec l'affaire Saint-Fiacre avec Jean Gabin par exemple, où il y a vraiment une atmosphère un petit peu malsaine, un peu froide. Et on a tourné en hiver, du coup ça collait très bien. Ensuite, la saison 2, on a voulu un peu élargir nos lieux de tournage. On a tourné aussi dans un petit village qui s'appelle Hervaux, qui est dans les Deux-Sèvres. Et voilà, c'est un village médiéval qui est pas très connu, mais qui est en fait, c'est assez intéressant comme anecdote, qui est un lieu de vacances de Voltaire. Parce que Voltaire est un anagramme de Hervaux. Voilà, tout simplement. Bon. Et du coup, qui est un petit village médiéval qui est très sympa. Et pour le film, on a rajouté un autre lieu de tournage qui est le château de la Barre, qui est situé dans la Sarthe et qui est un petit château assez intimiste, etc., mais magnifique. Et on a une grosse partie du film qui s'y déroule. Et ce sont des particuliers qui vous prêtent le château? Comment ça se déroule pour organiser ça? Oui, tout à fait. En gros, les propriétaires du château, pour le château de Giseux, c'est un château qui est ouvert à la visite, mais c'est les propriétaires qui s'occupent de la gestion du château. Donc c'est directement avec eux qu'on a vu pour tourner la première saison. Et l'idée les a séduits assez rapidement.
Et on a tourné les 3 saisons avec eux, ça s'est extrêmement bien passé. Et Un dîner aux chandelles, c'est le château de Gizeh, quoi. Et puis pour le château de la Barre, par exemple, c'est la propriétaire du château qui nous a appelés, parce qu'elle avait vu la saison 1, la saison 2, et elle avait trouvé ça vraiment sympa, et elle voulait avoir l'expérience d'un tournage chez elle. Et comme on cherchait un lieu de tournage pour le film, ça tombait très bien, et on a tourné ça là-bas. Alors pour situer pour nos téléspectateurs, la saison 1 et la saison 2 étaient disponibles sur YouTube de manière complètement libre. Tout à fait. Et alors cette saison 1, il y a quelque chose qui marque plus que tout. Il y a du noir et blanc, en fait ça ne marque pas tant que ça sur l'intrigue, mais c'est plutôt le doublage que vous avez abandonné après dans la saison 2. Ouais. Alors c'est un doublage assez étonnant. Donc pourquoi avoir fait ce doublage? Et surtout, vous allez nous dire qui était dans ce doublage, parce que ça c'est un aspect qui est assez intéressant également. Tout à fait. Alors pourquoi le doublage? Parce que je suis passionné par le doublage français. Je trouve qu'on est le meilleur pays au monde en termes de doublage. Il y a des séries, des films qui ont été sauvés particulièrement en France grâce au doublage, notamment je pense à la série Amicalement Vôtre qui n'a pas tant que ça marché dans les pays anglo-saxons, mais en France qui a cartonné parce que le doublage avec Michel Roux et Claude Bertrand qui doublent les 2 personnages principaux, ils sont incroyables. Et du coup, depuis tout petit, j'entends ces voix-là quand je regarde les films, parce que je regarde qu'en VF. Alors je sais que ça peut faire polémique, mais je regarde que les films en version française. Et donc pour la première saison, j'ai voulu contacter ces gens-là, ces comédiens, pour leur demander si ça les intéresserait de participer à une aventure comme Un dîner aux chandelles. Et puis c'était un peu une façon de tester mes propres capacités, limites, pour savoir si on pouvait travailler avec des gens dont c'était le métier. Et la plupart de ceux que j'ai contactés ont répondu favorablement. Et alors parmi ceux-ci, les voix de qui, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, par exemple. Par exemple, il y a la voix du capitaine Haddock, donc Christian Pellissier, la voix de Homer Simpson, Philippe Pétieux, la voix d'Angelina Jolie, Françoise Cadol, de Bruce Wayne, de Christian Bale, Bruce Wayne dans Batman, Philippe Valmont. Voilà, il y en a plein, la voix du chapeauté, Boris Rélinger. Et puis, quand j'ai enregistré, donc je leur ai demandé s'ils voulaient bien participer. On n'avait pas encore tourné à ce moment-là. Et je leur ai demandé d'enregistrer, donc ils sont tous venus autour d'une table et on a enregistré pendant une matinée. C'était incroyable de les voir autour d'une table avec ce texte que j'avais écrit, et c'était eux qui parlaient et qui donnaient vie au personnage. Et donc l'idée du doublage, c'était vraiment d'apporter, on va dire, un jeu professionnel à nos débuts qui, nous, n'étions pas des comédiens professionnels, quoi. Donc c'était aussi, ça fait partie de votre initiation, finalement. Oui, un petit, voilà, exactement. De votre histoire à vous. Exactement. Et alors, par contre, dans la saison 2, vous avez abandonné le doublage, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, comme vous le dites, ça pouvait être assez déroutant pour des gens. Et alors, autant sur des doublages comme par exemple le conte, la voix de Capitaine Haddock passe bien, autant sur le personnage du valet, donc Philippe Valmont, le valet était assez jeune et du coup la voix passe moins bien. Et donc le doublage a été abandonné aussi parce que ça demandait un certain temps à ces gens-là. Et puis on a voulu aussi voir ce qu'on était capable de faire nous, avec nos voix à nous et notre interprétation à nous. Voilà. Et alors, après ces 2 saisons, vous avez décidé de faire un film. Ce que je vous pose, c'est qu'on regarde la bande-annonce du film tout de suite et puis on revient dessus. Après, ça nous fait une pause au milieu de cet entretien. Très bien. Je suis l'intendant et le conseiller personnel de Madame de Villemessant. Madame de Villemessant. Madame désire vous recevoir au château de la Barre avec Madame votre fille. Mon cher Armand, que je suis heureuse de vous revoir. Et pour Charles? Il semblerait qu'il ait été déshérité. Et quand nous aurons pris plaisir à une bonne partie, j'ai une révélation toute particulière à vous faire.
Le film va durer combien de temps? Alors le film dure 1 heure et demie à peu près. Et on repart sur une intrigue de quel type, sans nous en dire trop? Alors on repart sur une intrigue de type policière. Il y a quand même toute une première partie du film qui va vraiment faire rappeler une ambiance, de la saison 2 où il se passe pas grand-chose dans un château, mais c'est surtout pour voir les personnages évoluer et interagir entre eux. Et dans la deuxième partie, il va y avoir un meurtre et puis voilà, enquête policière, etc. Et là, on retombe vraiment dans une ambiance très Agatha Christie, donc enquête policière au sein d'un château. Et comment vous arrivez à mobiliser des acteurs comme ça? Comment ça se fait, même financièrement, pour financer un projet? Tout ça, on dit toujours que le cinéma, c'est extrêmement cher. En France, le cinéma est souvent sous perfusion avec des résultats d'ailleurs très inégaux. Comment vous faites, vous, pour gagner votre vie ou au moins pour mettre en place un tel projet? Eh ben, quand on a réalisé le film, on était encore une association et du coup, tous ceux qui ont participé sont des bénévoles. Donc même dans les acteurs professionnels, il y en a qui sont venus plusieurs jours bénévolement pour participer au projet. Et donc là, sur ce côté-là, on a beaucoup travaillé en gros sur du temps personnel qu'on pouvait donner pour ce projet-là, sur des vacances que les uns et les autres pouvaient avoir. Et moi, c'est mon métier, donc je travaille dans l'audiovisuel, donc ça fait partie de mon métier, avec toute la partie technique, c'est vraiment notre métier. Et on va dire tous ceux qui nous ont accompagnés pour le projet étaient des bénévoles. Et après, on a beaucoup de bricoles sur un projet comme ça. Par exemple, les costumes anciens qu'on avait ont été vraiment portés par des gens à l'époque. Et c'est des costumes, pour la plupart, que je chine à droite, à gauche, etc. Ou même des costumes de famille que j'avais. Et pour les décors, c'est des arrangements qu'on a avec les propriétaires, parce que ça met en valeur leur château, parce qu'eux participent à une aventure assez exceptionnel et voilà. Et en termes de budget, pour un projet comme ça, je dirais c'est le tournage en lui-même avec les frais que ça engendre qui coûtent cher et la post-production. Vous leviez des fonds à l'époque de l'association? Alors oui, on a organisé une cagnotte pour nous aider à produire ce film, mais c'est surtout, on va dire, des apports personnels. Donc il y a des personnes qui ont voulu produire ce film. Et des personnes qui ont participé, comme je pense au propriétaire du château de la Barre. Elle a voulu vraiment produire le film parce que elle trouvait que c'était une plus-value pour son château et puis même ça l'intéressait vraiment elle adorait vraiment le concept, donc voilà. Et en termes de budget, un film comme ça, on est à peu près sur du 35-40 000 euros. Et en temps de tournage, ça En temps de tournage, c'est à peu près 2 mois. Un peu éparpillé par-ci par-là. On a fait 2 grosses périodes de 15 à 20 jours. Et le reste, elle a éparpillé sur des week-ends, des vacances, des trucs comme ça. Et alors, qu'est-ce que ce sera la suite? Ce sera un dîner aux chandelles 2 ou un dîner aux chandelles le retour? Est-ce qu'il y a des choses de prévues? Il y a des choses que vous avez déjà en tête? Tout à fait. Alors, on va abandonner l'univers d'un dîner aux chandelles. Peut-être provisoirement ou définitivement, je ne sais pas encore, mais on voudrait partir sur autre chose. On va dire qu'un dîner aux chandelles était un petit peu une mise en bouche, déjà pour nous, pour nous essayer aux techniques, etc., et puis même au jeu, au décor, à la gestion d'un projet comme ça. Et le prochain projet, on voudrait essayer de faire passer un message peut-être plus fort, dans un domaine totalement différent, mais ce sera un autre long métrage, mais qui n'aura rien à voir avec un dîner aux chandelles. Ce sera autre chose. Et vous avez votre avant-première qui est diffusée dans un cinéma, alors? Tout à fait. Alors, on a une avant-première à Paris le 5 décembre à 20h30 au Saint-André-des-Arts dans le quartier latin. Et après, comment on fera pour regarder ceux qui ne pourront pas se rendre au quartier latin ce soir-là, comment feront-ils pour regarder le film? Eh ben, il y aura plusieurs séances qui vont être organisées un petit peu dans toute la France. Il y en aura une à Nantes, à Tours, à Angers, dans les Deux-Sèvres, là où on a tourné, à Thouars. Et on va essayer d'aller là où les gens nous demandent, parce qu'on a reçu pas mal de demandes aussi pour des villes comme Rennes, La Roche-sur-Yon, Lyon. Donc on va un petit peu présenter le film partout pour que les gens puissent le regarder. Et après, sinon, le film sera proposé bien sûr en DVD et puis en lien streaming sur notre site internet. Voilà. Sur Saint-Louis Productions. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, Baudouin. Merci à vous. Et alors, bon courage pour la suite d'Un dîner aux chandelles ou l'aventure qui suivra. Merci beaucoup.